Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voilà plus de 60 ans que Paris vous a pris dans ses bras. Vous n'avez jamais cessé de lui rendre l'appareil en ouvrant les vôtres à plusieurs générations de spectateurs. À chacun de vos concerts, qui est un moment de fête, s'ajoute celui que nous allons vivre avec vous aujourd'hui, au micro de Sud Radio. Bonjour Enrico Macias. Bonjour Jacques. Quelle joie de vous revoir, parce que vous étiez venu tout au début des Clés d'une vie, 26e ou 28e émission. Aujourd'hui, vous êtes mon 1453e invité. Oh, quelle merveille, quelle longévité. Oui, et surtout, nous avons passé le cap du million d'abonnés sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous êtes vu et écouté par beaucoup de gens. Eh bien, ça me fait plaisir. Voilà. Alors, l'actualité, c'est le Dôme de Paris et la tournée, on va en parler. Et également, un double album, Enrico Macias à l'Olympia. Mais le principe des Clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 7 janvier 1964. Vous posez la première pierre d'un futur ensemble de 80 logements destinés aux retraites rapatriées d'Algérie dans le village de Pietroso, en Corse. Oh là là. Vous vous en souvenez? Ah là là, je m'en rappelle, mais c'est marrant, mais c'est un très très bon souvenir. C'était le maire de Pietroso s'appelait Monsieur Pani, P-A-G-N-I. Oui. C'était un homme exceptionnel. Il rendait service à tout le monde, surtout aux rapatriés d'Algérie quand on est arrivé. Et Antoine Pani m'a un jour demandé de venir inaugurer ce bâtiment, cet ensemble, oui, pour loger les rapatriés d'Algérie. C'est voilà. Fou, hein. Et l'Algérie, bien sûr, vous l'évoquez sur scène et à l'Olympia et bientôt au Dôme de Paris avec cette chanson. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Alors, il se trouve que votre première télé, on la connaît tous, les 5 colonnes à la une, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'époque, vous étiez à Vichy dans un cabaret qui s'appelait le Pigalle. Oui, c'est vrai. C'était tenu par un monsieur qui nous a quittés maintenant, qui m'avait reçu dans ce cabaret pour faire un spectacle. Je suis resté pour une semaine, mais je suis resté 1 mois, tellement ça marchait bien. C'était Roger Lovera, je me rappelle de son nom. Et je me souviens aussi qu'un grand artiste venait me voir. C'était Fernand Reynaud. Exactement. Fernand Reynaud venait me voir chanter. Évidemment, j'étais tout seul avec la guitare, accompagné par un pianiste. Il y avait un pianiste. C'était vraiment des bons souvenirs. Voilà. Il se trouve que Vichy, bon, on connaît les pastilles digestives, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le sucre d'orge aussi est né à Vichy. Ça, je ne savais pas. Voilà. Je savais pas. Mais comme vous êtes un homme tout en douceur, le sucre d'orge, ça ne doit pas vous poser de problème. Ouais. Alors, il se trouve que la musique, je crois que ça a commencé dès l'enfance avec des morceaux de bois et des élastiques, Enrico Macias. C'est-à-dire que j'habitais à côté d'un menuisier. Et quand j'étais petit, j'allais souvent sentir l'odeur du bois. Et comme j'étais baigné dans les instruments de musique, c'est-à-dire mon père était un grand violoniste, j'allais, je voyais des morceaux de bois par terre et tout ça qui servaient plus à rien. J'ai dit, ah non, on va s'en occuper de ces morceaux de bois. J'ai pris les morceaux de bois et j'ai mis des élastiques et j'ai fait ma première guitare. Enfin, rustique, hein. Oui. Voilà. Mais je crois que c'est votre grand-mère qui vous a offert une guitare ensuite. Ah, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle allait en pèlerinage tous les ans en Tunisie. Et un jour, à l'âge de 12 ans, je crois, elle est venue, elle m'a apporté une guitare. Parce que moi, je jouais de la mandoline avant. Et quand la guitare, pour moi, c'était un rêve. J'ai pris la guitare, j'ai regardé un peu, je l'ai accordée un peu à ma façon. Et puis, j'ai su jouer en montant les escaliers pour montrer à mon père. Alors, votre père, donc, qui jouait du violon dans toutes les positions. Je crois que c'était tout allait bien pour lui, avec le violon. Mon père, c'était un super violoniste. Il était gaucher, mais il jouait du violon comme un droitier. Il accordait comme un droitier.
Et il jouait avec la main gauche, l'archet, et la position orientale. Mais il a commencé par le classique, mon père, avec un professeur et tout ça. Puis après, il a eu la passion de la musique orientale et il est devenu un très, très grand violoniste. Oui, et surtout, il a créé, avec votre tonton Raymond, le premier orchestre professionnel à Constantine. Il y en avait des orchestres, oui. Mais c'était le premier grand orchestre de musique arabo-andalouse. C'était l'œuvre de Cheikh Raymond. Et il a composé l'orchestre à partir de mon papa, qui était un grand violoniste, qui lui-même avait un orchestre. C'est-à-dire les membres de l'orchestre de Cheikh Raymond étaient eux-mêmes des chefs d'orchestre. Ils ont laissé tomber leur orchestre pour venir jouer avec tonton Raymond. Et puis aujourd'hui, tout le monde a un label, et le premier à avoir inventé un label pour les disques, c'est votre père, Enrico Macias. C'est vrai. Les labels, c'était Résilophone, oui. Raymond et Sylvain. Voilà. Résilophone. Oui, ils vendaient d'ailleurs les disques, mais les disques des autres ne l'intéressaient pas. Ah non, alors moi je le disais, moi j'avais un peu l'esprit un peu commerçant, je disais à mon père, mais papa, pourquoi tu ne vends que des disques de Cheikh Raymond et de toi-même? C'est un peu de l'ego. Et tu peux pas vendre des orchestres différents, d'autres villes différents, et ça te permettra d'avoir un chiffre d'affaires un peu plus grand. Il me disait, non, mon fils, c'est ça qu'on veut faire. C'est que ça. On s'en fout de gagner de l'argent. C'est de la musique. Et la musique, vous lui rendez hommage à l'Olympia et dans cet album avec ce morceau. C'est un livre d'histoire. Le violon de mon père. Tant de mémoire. Le violon, et d'ailleurs lui rêvait que vous deveniez avocat ou médecin, je crois. Non, il voulait que je sois ingénieur. Ouais. Et si on m'explique maintenant qu'est-ce que c'est qu'être un ingénieur, je ne sais pas. Voilà. Je sais pas. Ouais, il vous a quand même envoyé en France, à Fontainebleau, au lycée Carnot, passer votre bac, Enrico Macias. Oui, parce qu'il manquait beaucoup de professeurs pendant la guerre d'Algérie. Et un jour, mon père m'a dit, bon, ben, tu vas aller à Fontainebleau passer ton bac. Parce que moi, je travaillais plus à Constantine, on n'avait plus de professeurs, rien, c'était de l'anarchie, de la guerre. Et là, il m'a dit, je te préviens, il faut que tu aies ton bac. Hein. Bon, d'accord. Et je me suis retrouvé tout seul à Fontainebleau comme pensionnaire, à Fontainebleau. La première année a été très difficile, parce que la musique me manquait. Alors, je faisais le mur, j'allais chanter dans un cabaret à Bois-le-Roi. Et je volais la guitare qui était dans la salle de musique et j'ai cassé la vitre de la salle, j'avais pas la clé et j'ai pris la guitare et je régalais tous mes copains jusqu'au jour où on m'a surpris comme coupable d'avoir volé une guitare. Ouais. Mais c'était juste pour en jouer, quoi. Et vous aviez comme copain Pascal Thomas qui était dans la même école que vous. C'est la vérité. Quand j'ai rencontré Pascal Thomas, il m'a dit, mais tu sais, je me rappelle de toi. J'étais dans une classe en dessous. Et Pascal Thomas m'a dit, mais comment vous savez ça? Mais c'est incroyable, parce qu'il m'avait proposé un film, oui. Pleure pas la bouche pleine. Exactement. Mange pas ou pleure pas, je sais pas. Ne parle pas la bouche pleine. Oui. Et c'est là qu'il m'a raconté qu'on s'était connus à Fontainebleau. Et quelques années avant vous, il y avait un autre élève dans cette école de Fontainebleau, ce lycée, c'était Edgar Faure, qui a fait ses études là-bas aussi. C'est pas vrai. Si. Je savais pas ça. Et voilà. Ah ben, vous m'apprenez quelque chose. Et c'est marrant, vous me parlez d'Edgar Faure. Mais son petit-fils n'arrête pas de m'appeler et je suis content de parler d'Edgar Faure parce que j'ai pas encore répondu à son petit-fils. Mais je vais lui répondre et je veux le voir. Voilà. Alors, il se trouve aussi que tout ça vous a mené à un métier que vous avez chanté aussi sur scène. J'étais un instituteur pour les jeudis. J'avais beau faire le méchant, on n'y croyait pas vraiment. Dans ma classe, on était dans
récréation. Vous êtes reparti à Constantine persuadé que vous ne bougeriez plus en tant qu'instituteur à cette époque, Enrico Macias. Votre vie était faite, pas question de chanson à l'époque. Si, la musique existait en même temps, Oui. parce que je jouais à partir de l'âge de 15 ans dans l'orchestre de mon beau-père, aux côtés de mon papa, et je jouais de la guitare. Mais j'avais jamais chanté des chansons encore, sauf que je faisais des radiocrochets un petit peu comme école buissonnière, quoi. Oui. Et d'ailleurs, vous avez fait, grâce à un raid de crochet, votre première télé qui s'appelait 642, je crois. C'est vrai, avec Jacques Bedos. Exactement. Jacques Bedos qui m'avait rencontré et il m'avait demandé de faire une émission à Alger. Voilà. Ça, c'était le métier d'instituteur. Puis après, la chanson a pris le pas là-dessus. C'était pas question de faire autre chose. C'est vrai, mais je suis devenu instituteur tout à fait par hasard, parce que j'étais ce qu'on appelle un surveillant dans un pion dans un collège, et au collège moderne de Constantine. C'était pour apprendre la musique. Pendant que les élèves faisaient leurs devoirs, leurs études, moi, j'ai étudié la musique. Et un jour, on est venu me voir, on m'a dit, écoutez, vous avez eu votre bac Math-LM, vous allez être instituteur. Je lui dis, ah bon, comment, je n'ai pas fait d'études. J'ai fait un stage pendant 1 mois à l'école normale de Constantine. Et puis après, ils m'ont envoyé à Châteaudun-du-Rumel et je suis devenu instituteur. Voilà. Et après, vous êtes passé à d'autres notes de musique et qu'on va évoquer à travers une autre date, le 18 juin 1967. A tout de suite sur Sud Radio avec Enrico Macias. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Enrico Macias. Nous parlerons tout à l'heure du Dôme de Paris, de votre tournée et de ce concert avec un double album qui est sorti à l'Olympia. On revient à votre parcours. J'ai trouvé la date du 18 juin 1967. Vous revenez chez vous à Paris, boulevard Beaumarchais, où la télévision vient vous voir avec l'ancêtre des émissions médias. Au-delà de l'écran, émission de Jean Nohain et André Leclerc, vous êtes passé un nombre considérable de fois, et ce jour-là, vous expliquez que vous revenez de Moscou, où vous avez fait une tournée qui vous a surpris. C'est vrai, parce que j'ai été reçu d'une façon fantastique là-bas. Et c'était la première fois que je faisais un one-man show, et que j'avais un peu lâché ma guitare. Et je chantais. C'était la première fois que je chantais avec un micro, comme les autres chanteurs d'habitude. Je chantais qu'avec la guitare, comme Georges Brassens. Et là, bon. Et quand j'ai passé 1 mois là-bas, on mangeait très mal. On mangeait très, très mal. On avait quelqu'un avec nous qui était notre attaché de presse. Lui, bon, il se plaignait pas. On l'appelait Frigéco parce qu'il mangeait n'importe quoi. C'est incroyable. Mais c'était pas grave. Le public était fantastique. C'était le seul pays où j'ai trissé des chansons. Pas bissé, mais trissé. Et il y a eu 16 galas en 15 jours, ce qui était énorme. Ah oui, mais non, en 1 mois. Ah ouais. En 1 mois, il y a eu plus que 16 galas. En 1 mois, il y avait presque 25 galas. Et les Russes, vous connaissez? Oui, ils faisaient la queue le soir, parce que la plupart des billets partaient pour le parti communiste de là-bas. Et les autres n'avaient pas le... Alors ils faisaient la queue le soir pour avoir des billets. Alors, vous avez simplement 5 ans de carrière, vous avez vendu 10 millions de disques, et on vous connaît en Afrique noire, en Turquie, en Grèce, en Roumanie. C'est extraordinaire. Oui, je suis très content. Mais c'est venu comme ça directement? Au fil des temps, des années, des événements, des circonstances, j'ai pu connaître tous ces pays. Voilà. Il y a eu le Japon aussi. Japon, États-Unis, pas mal. Parce que vous symbolisez quelque chose qui n'existait pas à l'époque, peut-être. Une forme de musique. Quand on me dit je suis un chanteur international, moi je dis que je suis un chanteur ethnique. Parce que les gens qui viennent me voir sont des origines qui sont les mêmes que les miennes. Par exemple, à New York,
des gens qui sont d'origine pied noir, d'origine française, venaient voir mes chansons, me voir chanter des chansons. Ils comprenaient le sens parce que c'était leur langue d'origine. Donc, je suis un chanteur ethnique, voilà. On peut pas dire international parce que les gens qui m'écoutaient, c'était des gens de chez moi. Alors, dans cette émission, au-delà de l'écran, vous êtes à côté de celle qui est la femme de votre vie et que vous avez chantée. Dieu merci, j'ai le cœur rempli de Suzy. Elle me connaît mieux que personne. J'ai fait dans ses yeux mon royaume. Chanson très émouvante parce que Suzy nous a quittés. Mais Suzy, c'est vraiment l'amour de vos jeunes années, Enrico Macias. Oui, parce que j'ai eu une jeunesse privée de mon adolescence qui était baignée dans la violence, dans la guerre. Et j'avais deux médicaments, c'était la musique et l'amour de Suzy. Et Suzy était la fille de tonton Raymond. C'est pour ça que je l'appelais tonton Raymond, parce qu'il était très proche de mon père. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Alors, vous parlez de la guerre, justement. Elle est encore à vos côtés lorsque, en 97, vous vous retrouvez comme ambassadeur de la paix à l'ONU et que Kofi Annan vous remet le titre officiel. Ça aussi, c'est un moment très fort de votre vie. Alors, c'est un très bon souvenir que j'ai de cette période avec Kofi Annan. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais par la suite, si c'était pas Kofi Annan, j'aurais démissionné de l'ONU. Parce que l'ONU n'est pas conforme à ce que je pense d'une... Comment on dit ça? D'un monde universel en paix. Oui, non, mais le monde en paix, Oui. qui est complice avec des gens qui sont en guerre, Oui. c'est pas normal. Et moi, j'étais pas d'accord. Sauf que Kofi Annan partageait mon idée. Mais les autres qui sont venus derrière, je les ai pas du tout côtoyés, fréquentés. Et pourtant, à l'époque, vous êtes plein d'espoir, parce que vous vous présentez comme le papy de 3 enfants qui veut aider tous les enfants du monde. C'est vrai que votre vie aussi, c'est aider les autres, Enrico Macias. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai toujours adoré les enfants. Parce que, comme tout à l'heure, enfin, dans une autre séquence, vous m'avez parlé de l'instituteur. Et là, j'ai connu le monde des enfants. Et j'ai appris à les aimer et surtout à ne pas gâcher leur vie parce que plus tard, ils vont devenir les responsables de l'humanité. Mais le secret de votre éternelle jeunesse, est-ce que c'est pas justement être un enfant au fond de vous-même, Enrico Macias? Ah, moi, je suis resté un enfant, bien sûr. Bien sûr. Et j'aurais tellement aimé que tout le monde reste des enfants parce que c'est l'innocence, quoi. Alors, j'en reviens aux États-Unis parce qu'on oublie un peu que vous avez triomphé aux États-Unis, d'abord au Madison Square Garden et ensuite à Broadway, dans un théâtre néerlandais. C'est quand même pas donné à n'importe qui. C'est vrai, mais j'ai commencé par le Carnegie Hall. Autant qu'à faire. Oui, et puis après, je me suis retrouvé au Madison Square Garden, je me suis retrouvé au Niederlander Theater, c'est-à-dire à Broadway. Pendant 15 jours, je crois. Je suis resté 15 jours, oui, 15 jours. C'est énorme. Oui. Et à chaque fois, il y a les Français, mais il y a aussi les Américains qui vous découvrent. Petit à petit. Au début, non. Les Américains ne me connaissaient pas du tout là-bas. Mais par la suite, oui. Et puis, on vous a proposé de rester aux États-Unis. Vous vous dites que vous avez fait vos valises une fois en quittant l'Algérie, ça suffit. C'est vrai. J'avais déjà dans ma tête un drame d'avoir quitté l'Algérie. Si j'avais quitté encore la France, alors là, c'est trop. Alors, il y a un autre pays qui a compté aussi dans votre cœur et qui compte toujours, et vous l'avez chanté, bien sûr. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déplacer. Alors, cette chanson, au départ, je crois que c'est pour un documentaire de Joseph Kessel, Enrico Macias. Oh là là, comment vous savez ça? C'est incroyable. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, on m'avait de ma maison de disques, Monsieur Hazan, qui m'avait demandé d'écrire une chanson pour ce documentaire que devait produire et réaliser Jeff Kessel, voilà. Qui était en plus un ami. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire je suis l'ami de Jeff Kessel, mais c'est la vérité. On était amis, toute une bande avec Georges Brassens, Jeff Kessel, Raymond DeVos, et j'en passe. Louis Nucera, Andrea Seo, toute la bande, cette bande. Moretti aussi, le peintre. Voilà, on était tous ensemble. Je crois que vous fêtiez Noël le 28 août dans un restaurant des Halles qui s'appelait chez Denise. Oui, on se voyait presque toutes les semaines ensemble avec Georges Brassens et toute la bande. Donc Kessel, vous faites ce documentaire pour Kessel. Kessel, d'ailleurs, qui a été, il ne faut pas l'oublier, le passeport numéro 1 lorsqu'Israël a été créé en 1947. C'est vrai. Mais Jeff Kessel, c'était un homme universel. Un citoyen du monde. D'ailleurs, j'ai beaucoup adhéré à ses idées. Et je suis pareil un peu, moi. J'adore. Mais ce documentaire n'a pas eu lieu. Ce documentaire, j'ai écrit cette chanson. C'était même pas Noël à Jérusalem, c'était un mur à Jérusalem, au début. Et on m'appelle, on me dit, on ne peut pas faire le documentaire. Et moi, j'avais écrit la musique, Un mur à Jérusalem. J'ai rencontré Jacques de Marny. Je lui ai dit, écoute, on va pas pouvoir la faire, la chanson, mais on va en faire une autre. Noël à Jérusalem. Et c'est comme ça que c'est né. C'est comme ça, elle est née. Et ça a été un beau cadeau. Et un autre cadeau qu'on va évoquer aussi dans les Clés d'une vie dans quelques instants, c'est la date du 18 janvier 1981. À tout de suite sur Sud Radio avec Enrico Macias. Sud Radio, les Clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les Clés d'une vie, mon invité Enrico Macias. Nous parlerons tout à l'heure du Dôme de Paris, de votre tournée, et nous évoquons les chansons de cet album Enrico Macias à l'Olympia le 18 mai 2024, qui est sorti, double album. Et dans votre parcours, le 18 janvier 1981, c'est votre première télé en famille. Écoutez. Ouvre-moi la porte, toi qui as la avec mon fils de la grande Jean-Claude. école du monde. L'école des fans, et vous présentez Jean-Claude, votre fils qui travaille aujourd'hui avec vous et qui chante avec vous. Ouvre-moi la porte. Oui. Alors, non, il la chante pas, il veut plus la chanter. C'est une insulte qu'on lui fait de redevenir un enfant. C'est faux, mais moi, à chaque fois que je le présente sur scène, je le présente avec cette chanson. C'est moi qui la chante. D'accord. Et lui, je lui dis, vas-y, chante. Il veut pas. Il veut pas la chanter. Mais il l'a chanté petit. Mais quand il était petit, il a chanté. Il me dit chaque chose en son temps. Et c'est vrai que cette chanson a marché, on l'a vu dans la classe. Et ce duo avec Jacques Martin dans l'école des fans, c'est important parce que Jacques Martin est l'un des premiers que vous avez connu à Paris, qui s'est fait passer, je crois, pour le directeur d'Europe numéro 1. Ah ben oui. On se voyait tout le temps dans une brasserie place de la République qui s'appelait Le Savoie. Et on était ensemble. On était très sympathique, on se racontait des blagues, on est devenus copains, on est devenus amis. Et un jour, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Il me dit, je suis directeur à Europe numéro 1. Quoi? Tu es directeur à Europe numéro 1? Je vais venir te voir avec mon disque, tu vas le passer à Europe numéro 1. Bon, il me dit, d'accord, mais entre-temps, il me dit, mais je vais te présenter à l'Olympia parce qu'il faisait l'Olympia, comment ça s'appelait déjà? Musicorama. Musicorama. Oui. Musicorama, c'est lui qui présentait le spectacle. Alors, j'étais en famille avec lui parce que c'était vraiment quelqu'un de magnifique, Jacques. Je suis resté très ami avec lui. En fait, il n'était pas directeur, mais il travaillait... Ah non, non, je continue l'histoire parce que... Et il me dit, c'est moi qui te présente à Musicorama. Alors, je chante à Musicorama, mais avant de chanter, j'avais pas de costume. Alors, il me dit, écoute, viens me voir à Europe numéro 1, je suis directeur là-bas. Alors, il a fait tout un maquillage, il s'est mis dans un bureau, dans une salle, soi-disant que c'était son bureau, et il me dit, je vais te prêter mon smoking, parce qu'on était à peu près de la même taille, on était bien.
Et il me prête son smoking. Puis par la suite, j'ai appris que c'était pas le directeur, c'était un ami du directeur. Il était extraordinaire, ce Jacques Martin. Et l'un des directeurs, c'était Gérard Cyr, qui était un homme extraordinaire. Ah, voilà. Enfin, vous me rappelez quelque chose. Ben, je ne me rappelais pas de son nom. Gérard Cyr m'a réalisé un Scopitone de Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je descendais les marches de Paris, de Montmartre. Et c'est lui qui m'avait réalisé ça. Et Gérard Cyr aussi a fait beaucoup dans ma carrière. Oui, et il écrivait un scénario en un week-end. C'était incroyable l'imagination et le talent qu'il avait. Mais lui, il avait un talent, il improvisait. C'est la même race que Jacques Martin. Alors, on a parlé de votre fils, mais dans la famille Macias, il y a aussi votre fille. Pour ton mariage, avant de tourner la page et de quitter ta famille. Car que Josia a aussi chanté avec vous, Enrico Macias. Oui, quand elle est à la maison, elle chante super bien. Et j'ai eu l'idée de faire une chanson en duo avec elle en vue de son mariage. Voilà. Et voilà, comment cette chanson est née. Et d'ailleurs, on voit dans vos yeux l'amour à la télévision que vous lui portez et l'amour qu'elle vous porte. Ça se voit dans les yeux. Beaucoup d'amour entre nous, ouais, beaucoup. Alors, un autre moment aussi émouvant, c'est celui qui s'est déroulé un jour dans 12h30 de Daniel Gilbert. Vous êtes avec Sylvain, votre père, Oui. Et vous faites un morceau de Malouf. Un morceau de musique arabe-andalouse, Malouf, de Constantine, Oui. avec mon papa. C'était un musicien hors pair, mon père. Et d'ailleurs, il ne voulait pas au départ que vous fassiez de la musique. C'est-à-dire que lui, il a beaucoup souffert pour être le numéro 1 au violon. Pour faire sa carrière, il a énormément souffert avant d'y arriver. Il voulait pas que je fasse la même chose que lui. Et il voulait que je sois ingénieur. À chaque fois, il me mettait des bâtons dans les roues, mais moi, je l'écoutais pas. En cachette, je faisais de la musique, j'évoluais comme je pouvais. Au-delà des espérances de mon père, j'ai jamais été ingénieur. Oui, la France l'a échappé belle, je crois. Et on a gagné un chanteur et un musicien. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une autre séquence dans un numéro 1 où vous êtes avec votre père, et il y avait des dates en coulisses, et lui passait son temps à manger des dates en coulisses. Ah, mais parce qu'il savait pas que c'était une émission en direct. Mon père, il était un peu à l'ancienne, quoi. Et ce jour-là, Maritier Gilbert Carpentier avait organisé une émission, un top à Enrico Macias, ou un numéro 1, je sais plus. C'était un top, je crois. Et c'était top à Enrico Macias. Et puis, le décor, c'était un décor oriental. Et il y avait des victuailles de chez nous, des gâteaux d'Afrique du Nord, et des dates de là. Et entre chaque numéro que je devais présenter, moi, je le voyais pas, moi. Mon père était derrière. Il savait pas que c'était en direct. Il allait, il mangeait une date et il revenait, il reprenait encore une date. Et à chaque fois, on le voyait en train de prendre une date. C'est extraordinaire. Alors, on parle de votre père comme musicien, mais vous êtes aussi un grand musicien. J'ai trouvé des séquences où vous jouez avec Alexandre Lagoya et Manitas de Plata. Oui, oui. J'ai eu cette chance inouïe de jouer avec ces deux grands guitaristes. Oui, et Alexandre Lagoya était non seulement un grand guitariste, mais un bon vivant. Quand il dînait à Nice avec 8 personnes, il y avait de la pizza pour tout le monde, des pizzas énormes, et il y avait des glaces au café, et il finissait tout ce que les autres ne pouvaient pas finir. Il mangeait de façon incroyable. Et il avait une rôtisserie de Louis XIV pour faire griller ses côtes de bœuf. Ben ça, alors là, je savais pas tout Voilà, ça. Hein. C'est étonnant. Tout ce que je sais, c'est que quand il est venu répéter avec moi, qu'il m'a vu jouer un morceau classique qui s'appelle Asturias, on a joué ensemble, il m'a vu l'accompagner avec le Mediator, ce qui est un blasphème pour un guitariste qui joue de la musique classique. Mais comment tu fais ?
Et j'arrivais à faire exactement les mêmes notes que lui, mais avec un médiator au lieu des doigts. Voilà. Et il a été étonné, je me rappelle d'une anecdote avec lui. Alors, autre moment très fort, justement, à l'Olympia et sur scène, c'est quand vous évoquez, justement, la guitare en chanson. Oh, guitare, ma guitare, ouvre-moi bien ton cœur. Chante, guitare. Ce qui est extraordinaire, c'est que le public tape dans ses mains dès que vous commencez à chanter. Oui, oui. Et vous savez, un jour, il y a Aznavour à l'Olympia qui passait juste après moi. Et après mon séjour sur scène à l'Olympia, c'était son tour. Et les gens venaient à l'Olympia croyant que j'étais toujours. Et quand il chantait des chansons rythmées, les gens tapaient dans les mains. Et lui, il n'aimait pas ça. Il me l'a raconté en riant, évidemment. Parce qu'il y avait beaucoup d'humour, Charles. Alors, c'est vrai que les Carpentiers ont été importants pour vous, Enrico Macias, et que Mariti vous a pris vraiment dans son giron, et que vous avez fait plein d'apparitions dans les numéros 1 et beaucoup de duos. Elle m'a appris beaucoup de choses, Mariti. Elle m'a fait me surpasser dans ses numéros 1. Je me suis surpassé. Je jouais la comédie, je dansais, je faisais des sketchs, j'improvisais. Vous avez même joué une parodie du Cid avec Philippe Clair, qui était un metteur en scène. Ah oui, mais ça restera culte. Hein. Une parodie en pataouette du Cid. Vous vous rendez compte? Voilà. Et Philippe Clair, qui était metteur en scène aussi, qui a fait tourner Jerry Lewis dans un film Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Oui, exactement. Mais c'était un phénomène, Philippe Clair, qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et maintenant qu'il est parti, évidemment, c'est facile de le dire, mais il nous a quittés après avoir fait une émission avec moi, et Norbert Saada, et Régis Tallard et Robert Castel, oui. Et moi, les 5 Fantastiques. C'était une émission à la télévision, et il y en a beaucoup qui sont partis. Il ne reste que Norbert, Saada et moi. Voilà, mais j'espère pour très longtemps. Alors, il se trouve aussi que le cinéma, c'est venu avec La vérité si je mens 2. Et 3. 2 et 3. 2 et 3. Ça a commencé par le 2, vous avez un petit rôle et un rôle plus important dans le 3. Mais ça aussi, c'est quelque chose que vous n'imaginiez pas, Enrico Macias. Ah non, c'est venu tout à fait par hasard. Sauf que Philippe Clair m'avait fait tourner dans un film en 1963. C'était des clics et des claques, mais si je vous raconte la scène, je vais la raconter parce qu'elle est très, très, très rapide. Je rentre dans un restaurant de couscous avec une fille magnifique. Tout le monde est ébahi. Je m'assois à ma table. Le serveur vient me voir, me dit « Vous voulez un couscous poulet ? Ou un couscous mouton ?» J'ai dit non, je veux une guitare. Et je prends la guitare et je chante Paris, tu m'as pris dans tes bras. C'est magnifique. Voilà. Mais ça, c'est l'humour d'Enrico Macias. Et l'humour, vous l'avez manifesté aussi au cours d'un numéro 1 avec un morceau qui mérite d'être culte. Ah, comme il est joli, le bout de mon pays. Hey, 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 hey. Comme il est joli, le foule de mon pays, une chanson d'actualité avec Yves Lecoq. Ah, oh là là, Yves Lecoq. Vous êtes déguisés et tous les deux et vous chantez « Ah qu'il est joli le fioul de mon pays ». C'est extraordinaire. On est déguisés en marchand d'essence. C'est exactement. Mais est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui, Enrico? Pourquoi pas? Enfin, moi, personnellement, je pourrais le refaire. Oui. D'ailleurs, l'humour, vous continuez, vous êtes dans Maison de retraite 2. Là aussi, oui. C'est une façon de combattre la retraite. Et après-demain, je vais tourner dans Maison de retraite, mais une série dans TF1. Et je vais tourner des épisodes où j'aurai un rôle encore plus important que dans le Maison de retraite numéro 2. Merci Kev Adams. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle carrière pour vous qui s'ouvre. Oui, à 86 ans, c'est pas mal. Oui, hein. Oui. J'ai des années devant moi. Oui, exactement. Mais vraiment, en plus, la comédie, c'est quelque chose de très instinctif. Vous êtes vous-même. Je suis moi-même,
j'adore jouer la comédie. Je trouve que, d'abord, j'ai jamais appris. Oui. C'est naturel chez moi. Parce que ça me rappelle les blagues que je faisais quand j'étais élève, dans les cours de récréation. Pour moi, c'est une récréation. Voilà. Vous faisiez beaucoup de blagues? Comment? Vous faisiez beaucoup de blagues? Ah oui. J'adorais faire des blagues. Là, vous avez bien raison, faut continuer. Ouais, j'adorais faire des blagues. Et j'adorais aussi qu'on m'en fasse. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur fasse des blagues. Et qui en font eux-mêmes, mais ils ne supportent pas. Moi, j'ai accepté. Il y a l'humour et il y a l'amour de la chanson qu'on va évoquer à travers la date du 15 mars 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Enrico Macias. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie avec le plus jeune des interprètes, Enrico Macias. C'est-à-dire que vous continuez à être sur scène tout le temps. Et le 15 mars 2025, retour à Paris, au Dôme de Paris, donc le Palais des Sports, ce qui pour vous est une nouveauté. Oui, d'ailleurs, je voudrais dire une petite parenthèse. La date du 15 mars est une date très chère à mon cœur et à mes souvenirs et à ma mémoire, parce que le 15 mars 1942 est né mon pauvre frère, Jean-Claude. 15 mars 1942, et avec Serge Lama. Et à ce sujet-là, je voudrais dire à Serge de se remettre vite, parce que je sais qu'il a des problèmes de santé à cause de cet accident. Et je voudrais qu'il rebondisse très vite, comme il a rebondi après son accident et qu'il est devenu une star de la chanson française. Je voudrais lui demander de guérir le plus vite possible. Et la seule chose que je lui demande, c'est que quand il ira mieux, il vienne chanter l'Algérie dans un de mes spectacles. Alors ça, je pense que la France entière attend que Serge Lama revienne sur scène. Il n'a plus très envie pour l'instant, mais il est en pleine forme physique. Il a peur de la scène. Il faut qu'on soit tous pour le convaincre de remonter sur scène. Il devait faire une tournée, il devait faire un Olympia, il ne l'a pas fait. Oui, mais parce qu'il est un peu fatigué, mais je veux qu'il retrouve sa santé et sa niaque de vivre. Alors, ce Dôme de Paris, justement, c'est là où Johnny a fait ses premiers concerts. On a dit qu'il avait cassé les fauteuils, mais il n'y avait pas de fauteuil à l'époque, c'était des barrières. Il avait fait ça, c'était le lancement des disques Vogue. Mais c'est vraiment pour vous une salle encore plus grande que d'habitude. Ça veut dire que le public s'agrandit. Mais d'abord, je voudrais signaler à tout le monde, comme j'ai l'habitude de faire l'Olympia, j'ai jamais fait d'infidélité à l'Olympia. Et à chaque fois que je change de salle maintenant, j'ai changé une fois au Palais des Congrès, et là, cette fois-ci, ça sera au Dôme. Et à chaque fois, c'est une infidélité de la part des organisateurs de l'Olympia qui ne me donnent pas les dates que je voudrais. Ah bon? Voilà. Peut-être parce non, que... mais c'est un reproche sympathique, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai que... Non, qu'on me reproche pas d'être infidèle. Voilà. Moi, je suis fidèle. Bon, maintenant, je suis fidèle au Dôme. Non. Ce que je voudrais... remarquez, quand on est au sommet, se retrouver au Dôme, c'est bien. Mon humour. Vous savez, comme j'ai l'habitude de faire l'Olympia au lieu d'une autre salle, il y a beaucoup de gens qui réservent des places à l'Olympia au lieu du Dôme. Alors je leur dis, je ne vais pas chanter à l'Olympia, je vais chanter au Dôme le 15 mars. On le répète et on va le répéter sans arrêt, mais surtout, il faut savoir que l'Olympia, au départ, Bruno Coquatrix, la première fois, vous ne voulez pas de vous, et que ce sont les compagnons de la chanson qui ont voulu de vous. Alors, au départ, Coquatrix ne m'appréciait pas tellement. Je ne lui en veux pas parce que il est pas obligé de m'aimer au départ, d'aimer mes chansons. Mais il n'aimait pas Brel non plus, il ne voulait pas en entendre parler au départ. Je sais pas. Si, je le... Ça, je savais pas. Mais en tout cas... les compagnons de la chanson n'avaient pas fait l'Olympia depuis longtemps et ils ont dit écoute Bruno, nous on veut bien faire l'Olympia à condition que Enrico Macias, qui a le vent en poupe, il va nous amener des fauteuils, je veux qu'il fasse la première partie. Et à ce moment-là, on m'a demandé de faire la première partie. J'ai accepté, bien sûr. Ça a tellement bien marché que Bruno Coquatrix me demande de prolonger en vedette. J'ai jamais voulu le faire. Il m'a dit, mais
Mais pourquoi tu refuses? C'est la chance de ta vie. Mais la chance de ma vie, l'année prochaine. Il me dit, mais peut-être que l'année prochaine, tu seras plus une vedette. Alors je lui dis, si je suis plus une vedette l'année prochaine, laissons tomber complètement maintenant. Voilà. Et résultat, alors je répète que le 15 mars, vous êtes au Dôme de Paris, mais ça ne vous empêchera pas de chanter 60 ans d'Olympia. Le 15 mars 1964, je chantais pour la première fois à l'Olympia. 64, 2024, ça fait 60 ans maintenant. Alors, c'est vrai, et c'est vrai que cette chanson, bon, c'est vrai, encore une fois, c'est une dimension humaine, mais c'est vrai que le Dôme de Paris, c'est encore autre chose. Au départ, c'était un vélodrome, il y a eu des concerts, il y a eu Les Misérables de Robert Hossein. Des matchs de boxe. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on se produit devant 4000 personnes de la même façon que devant 2000 ? Oui. 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 Pour vous, ça change pas, sauf qu'il y a un peu plus de monde. Il y a un peu plus de monde, il y a une communion avec le public qui se fait 2 fois ou 3 fois plus que dans une petite salle. Voilà. Mais vous arrivez sur scène, vous rajeunissez de chanson en chanson, Enrico Macias. C'est gentil. Mais comment merci. vous expliquez ça? L'amour du public. C'est lui qui me donne cette énergie et cet échange que nous avons avec le public qui me permet. Vous savez, le fait de faire cette émission avec vous, Jacques, ça me remplit de bonheur. Je me suis réveillé ce matin, j'ai dit, je vais faire l'émission avec Jacques Pessis sur Sud Radio. Pour moi, c'est de me réveiller, d'avoir encore des émissions à faire, à 86 ans, d'être en vie, apparemment, quand même en bonne santé, grâce à Dieu. Que demander de plus? Et je vais faire encore une date au Dôme. Je suis content que les gens viennent me voir. Ça me fait plaisir. C'est ma raison de vivre, de faire ce métier. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la salle, il y a vos fans de toujours, mais leurs petits-enfants. Ben oui, toutes les générations. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus se rajouter à mon public initial. Ce sont les enfants, les petits-enfants de mon premier public, même les arrière-petits-enfants. Et dans votre répertoire, il y a bien sûr cette chanson qui est universelle. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublie pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Encore un classique qui a été écrit à Lens, je crois. Oui. Après un concert des Gueules Noires. Ah oui, c'est un concert qu'on m'avait demandé, parce que moi, je voulais pas aller plus haut que Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai trouvé le climat tellement détestable que j'ai pas voulu aller au-delà de Paris, plus haut. Et Lens me téléphone et me dit « Venez faire un spectacle pour les Gueules Noires. » Pour un pied noir, ça faisait toute la famille. Hein. Oui. La gueule, les pieds, il manquait plus que le torse. Voilà. Et donc, j'ai accepté. Je suis allé là-bas. J'étais subjugué par la gentillesse des gens, l'hospitalité. C'est pour ça que j'ai écrit. J'étais avec Jacques de Marny, c'est pour ça. J'ai dit à Jacques, on a l'habitude de faire des chansons de soleil pour le Midi, pour l'Algérie, ceci et cela, pour le Sud. Pourquoi on ne ferait pas une chanson pour les gens du Nord qui, eux, nous apportent du soleil aussi? Et d'ailleurs, le ciel bleu, pour vous, c'est votre devise aussi. Jacques de Marny, vous l'avez connu à Bobino quand il est venu vous voir au départ en coulisses en vous proposant un texte. Des textes. Il est venu avec Pascal René Blanc. Et j'ai tout de suite accroché avec eux. Et en particulier avec Jacques. Jacques est devenu tout de suite comme un grand frère pour moi. Mais les textes qu'il m'avait présentés ne me plaisaient pas. Parce que j'avais l'habitude d'écrire tout moi-même au départ. Ou alors avec Anne Urgen, la première qui a écrit pour moi. Sur un malentendu, elle a écrit parce que
il y avait un producteur de disques chez Pathé Marconi qui trouvait que ma chanson Adieu mon pays était un peu de l'amateurisme. Et il m'a présenté Anne Huruguen pour refaire les paroles. Il a gardé la musique et elle a refait les paroles. Alors les paroles, c'était, je me rappelle encore, ma maison, inondée de soleil. Comme je me rappelle plus de la suite, mais ma maison. Mais ça m'avait plu, son texte. Mais mon texte, à moi, il me plaisait plus. Je voulais pas changer Adieu mon pays. Je voulais pas. Ça fait partie de l'histoire. Je voulais pas. Et j'ai dit, pour ne pas la vexer, je vais faire une musique sur ma maison. Alors, c'est devenu ma maison, inondée de soleil, ses coins d'ombre profonds, comme un dernier sommeil. Mon jardin nonchalant. C'est vrai, j'ai fait une autre chanson. Voilà. Et il se trouve aussi qu'à l'époque, vous deviez vous appeler Enrico Nassia. Je devais m'appeler Enrico parce que je jouais avec des gypsies en Algérie, les frères Enrico. Donc on m'a demandé de changer Gaston Grenassia. Ça faisait pas tellement méditerranéen. Alors le prénom, j'ai dit, si je l'ai trouvé, c'est Enrico. Et il me dit, mais le nom, il faut qu'il soit méditerranéen. J'ai dit, ça va, je vais vous trouver. J'ai enlevé Greux et j'ai laissé Nassia. Ça faisait Enrico Nassia. La standardiste a compris Macias. Enfin, Massia, avec un S. Et j'ai été baptisé comme ça. Voilà, exactement. Remarquez, Johnny Hallyday aussi, ça devait être H-A-L-2-L-I, c'est du Y par une erreur de la secrétaire. Ah bon? Oui. Ben oui. Oui, comme de bonnes erreurs. On a des points communs avec Johnny. Alors, bien sûr, au Dôme de Paris, le 15 mars, il y aura cette chanson. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On est sur l'or, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'oriental. Alors là, c'est la fête dans la salle tous les soirs. Ah oui. Oui. D'ailleurs, je finis mon spectacle avec ces chansons. Et c'est de la folie, quoi. Comment ça s'explique? C'est les gens ont besoin de fêtes? Vous savez, dans notre histoire, on commence toujours à pleurer. Et puis on finit par la fête, tout le temps. Et puis, cette fraternité que vous prenez depuis toujours, elle n'a jamais été aussi d'actualité, Enrico Macias. Oui, malheureusement, quand j'ai écrit Enfant de tout pays, j'ai dit j'espère ne pas la chanter longtemps, car mon rêve du poète que je suis sera réalisé. Or, le rêve que je fais dans Enfant de tout pays n'est pas réalisé encore. Mais je garde cet idéal dans ma tête, dans mon cœur, et même au-delà de mon vivant. Oui, et même, j'espère que vous la chanterez encore longtemps sur scène. Alors, il y a le Dôme le 15 mars, mais il y a le 6 avril Saint-Brieuc, le 4 mai Le Canet, le 17 mai Deauville, le 24 mai Nantes, en attendant la suite, parce que vous n'allez pas vous arrêter là. J'espère que non, que si Dieu me donne la santé, je continue. Alors, justement, vous continuez, vous avez envie de faire de nouvelles chansons, vous continuez à faire des chansons? Oui, je suis en train de préparer un album avec que des nouvelles chansons. Mais ça sera les dernières chansons. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit le dernier album. Mais ça ne vous empêchera pas de monter sur scène? Ah non, j'ai pas dit que je faisais mes adieux. Ça sera mes adieux discographiques. Oui, en général, on fait l'inverse. Ah non, mais pas mes adieux de sur scène. Non, et non. J'ai trop besoin. Vous savez, un jour, j'ai eu une extinction de voix à l'Olympia. Je pouvais plus chanter. On savait plus s'il fallait que je m'arrête, s'il fallait... Les gens, au lieu de me dire de partir, ils ont chanté à ma place. Il y a eu l'entracte, j'ai dit, bon, ils vont partir. Ils m'ont réclamé après l'entracte. Ils sont restés comme si c'était eux qui avaient fait le spectacle à ma place.
Ils ont chanté à ma place tout le long, pendant 2h30. Et même sans voix, vous êtes resté l'élu du public. C'est ce qu'il fallait faire. Je suis resté debout, sans voix. Le public m'a remplacé Eh et ben, m'a aidé. Parce que vous êtes irremplaçable. On vous retrouvera le 15 mars au Dôme de Paris, on le répète. Et puis vous reviendrez dans les clés d'une vie parce que j'ai encore plein de questions à vous poser. Merci Jacques, avec plaisir. Merci Enrico Macias. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.